Quatrième vidéo d'une série de 6 vidéos consacrées au CPU pour ce chapitre 2. Alors ici, dans cette vidéo, on va parler de l'échauffement des processeurs et donc de la bonne façon de les refroidir. Et donc dans les docs techniques des différents processeurs, que ce soit des processeurs CPU ou processeurs graphiques ou peu importe, il y a souvent une caractéristique qui est mise en avant qui est le TDP. Le TDP, ça vient de Thermal Design Power. Et donc, c'est l'enveloppe thermique qu'il faut pouvoir dégager pour que le composant puisse fonctionner correctement. Donc, si un processeur il vous annonce 100 watts de TDP, ben, il faut pouvoir mettre un dispositif de refroidissement capable de dissiper 100 watts au minimum pour que ce processeur puisse fonctionner correctement. Alors une petite formule, voilà, hop, le TDP c'est quoi? C'est une constante multipliée par la tension au carré, donc la tension électrique appliquée aux bandes du processeur, et sa fréquence interne de fonctionnement. Donc plus on monte en fréquence, ben, plus ça chauffe. Plus la tension borne est élevée, plus ça chauffe au carré. Et la constante, ça dépend du processeur, ça dépend de l'architecture. Et grosso modo, plus les transistors sont petits, plus la constante est basse. Donc avec une finesse de gravure plus efficace, ça baisse la constante. Sauf que comme dit dans une vidéo précédente, quand ils arrivent à faire des transistors plus petits, ils en rajoutent plus. Donc au final, le nombre de transistors augmente la constante. Ce qui fait que cette fameuse constante varie d'un processeur à l'autre, mais d'une génération en génération, c'est pas le jour et la nuit. Donc, ce qui explique pourquoi on reste à des fréquences plus ou moins constantes depuis presque des décennies. Et donc, ça, c'est exprimé en watts. Attention, c'est exprimé en watts, TDP. Je vais y arriver. Donc, ça, c'est pas TDP. Allez, je vais mettre le D au milieu. Voilà, TDP. C'est pas égal à consommation électrique. Donc, la consommation électrique, c'est également en watts. Et le TDP, ça, c'est en watts, mais c'est la chaleur qui doit être dissipée. Donc, vous avez une conso, vous avez un TDP par exemple de 100 watts, il est fort probable que votre conso sera peut-être de, on va dire, allez, je sais pas moi, 120 watts, un pouf. Oui, parce que si la conso et le TDP étaient identiques, ça voudrait dire que vous avez affaire à un radiateur électrique et pas un processeur. Parce qu'il y a quand même une partie de la consommation électrique qui va servir à faire du calcul. Et une grosse partie qui sera perdue en échauffement. Donc la consommation électrique, normalement, est supérieure au TDP. Alors, donc, ça je l'ai dit, il faut apporter un dispositif de refroidissement capable de dissiper au minimum le TDP annoncé. Pour vous donner une idée, les processeurs de PCFX sont entre 50 et 130 watts, le TDP. Bon, il y a des trucs un peu extrêmes évidemment, mais bon, normalement c'est ça que vous trouvez. Les portables, ça varie entre 20 et 60 watts. Et votre smartphone, c'est quelques watts. Donc c'est pour ça que vous ne vous trouvez pas avec des gros ventilateurs, des choses comme ça dans votre téléphone. Alors la conductivité thermique des différents matériaux varie. Vous avez un petit tableau ici qui permet de voir différentes valeurs. Alors plus le chiffre est élevé, meilleure est la conductivité thermique. Et vous avez ici au niveau des métaux, donc l'alu conduit un petit peu moins bien que le cuivre conduit un peu mieux que l'or, donc c'est pas plus mal parce que le cuivre coûte quand même vachement moins cher que l'or. L'argent par contre conduit un peu mieux, mais c'est plus cher que le cuivre, donc on va l'oublier. Le diamant, ça coûte voilà, encore plus cher, donc on va l'oublier. Hop. Et on voit ici le recordman absolu en conductivité thermique, c'est le graphène. C'est un matériau synthétique, c'est assez récent. Et donc c'est encore un peu trop cher et trop compliqué pour nos processeurs. Et donc ce qui est utilisé principalement pour faire des dissipateurs thermiques, ce sont donc les deux premiers ici en vert, c'est l'alu et le cuivre. Donc principalement de l'aluminium parce qu'il coûte quand même beaucoup moins cher que le cuivre. Et souvent pour les dissipateurs haut de gamme, il y a des parties en cuivre, donc les parties qui s'échauffent un peu plus. Des fois ils utilisent du cuivre, donc ça dépend des systèmes. Et alors, au final, le but d'un dissipateur thermique, c'est d'augmenter la surface de contact avec l'air. Et il y a un transfert de chaleur qui se fait soit avec de l'air sur un dissipateur classique, soit avec de l'eau sur un refroidissement par eau.
et ça on verra plus tard, mais entre le processeur et le dissipateur thermique, en fait la surface d'un processeur elle n'est pas parfaitement plate, tout comme la surface d'un dissipateur thermique n'est pas parfaitement plate. Et on met en genre de pâte ou un pad. Le pad, on va éviter le pad, mais la pâte c'est mieux. Et ça permet, donc c'est une genre de pâte, hein, comme du choco. Et ça permet de combler les petits vides d'air qu'il y aurait entre le processeur et son dissipateur. Ce qui améliore l'échange thermique étant donné que la conductivité de la pâte, vous le voyez ici, est bien supérieure par rapport à l'air. Voilà. Alors des dissipateurs thermiques, y a plusieurs types. Alors une première catégorie, il y a le refroidissement passif. Typiquement dans votre téléphone, hein, c'est du refroidissement passif. Mais bon, on va rester focus sur les ordinateurs. Donc le refroidissement passif, c'est il n'y a pas de ventilateur, c'est on met un radiateur. En fait, radiateur, j'aime pas trop le terme parce que ça fait toujours penser à un chauffage. Je préfère le terme de dissipateur thermique. Et donc, vous voyez, c'est une pièce métallique en alu, dans ce cas-ci, ou en cuivre, ou un truc hybride comme ici. Et le but, c'est simplement, comme dit dans quelques précédents, d'augmenter la surface de contact avec l'air. Donc ça se met sur le processeur qui est alors en dessous. Et par conduction, c'est comme si on augmentait un petit peu sa surface de contact avec l'air. Voilà. Et donc ensuite, dans le cas d'un passif, il n'y a pas de ventilateur aérien. On espère que le fait d'augmenter sa surface, il y ait un flux d'air plus ou moins naturel qui se passe et que ça suffise à refroidir le processeur. Donc typiquement, une machine super puissante avec plein de cœurs, haute fréquence, etc. Dissipateur passif comme ça, non, ça suffira pas. Par contre, sur des petits ordinateurs pas trop performants, qui ont donc des petits TDP de l'ordre d'une dizaine de watts, si ça fonctionne, il n'y a pas trop de tracas, à partir du moment où c'est bien dimensionné. Alors après le refroidissement passif, il y a le refroidissement actif. Et donc c'est ce qui est utilisé dans la majorité des cas. Et donc c'est un dissipateur thermique sur lequel on y ajoute un ventilateur. Et là, à droite, vous avez typiquement le classique refroidissement actif qu'on met par exemple dans ce cas-ci sur les processeurs Intel, où vous voyez une petite zone grise ici, là, c'est le dissipateur sur lequel il y a un ventilateur au-dessus. Bon, c'est pas un terme très officiel, mais on utilise dans le jargon le terme de ventirad pour ventilateur radiateur, ce qui désigne ce type de produit. Et l'inconvénient par rapport au système précédent, c'est que ça peut être bruyant étant donné qu'il y a un ventilateur. Et il y a quelque chose à pas oublier, c'est que souvent, généralement, si vous avez pour un débit d'air identique, plus le ventilateur va être grand, moins il devra tourner vite pour le même débit. Et s'il tourne un ventilateur qui tourne moins vite, indépendamment de sa taille, il fait moins de bruit. Voilà. Donc, il est préférable donc d'avoir pour un même débit, donc si vous avez un petit ventilateur de cette taille-là, ou un comme ça, pour un même débit d'air, il n'y a pas photo. Celui-là, même si visuellement il paraît plus effrayant, il fera moins de bruit. Voilà. Donc si je mets des dB, dB, voilà. À débit d'air identique, le gros ventilo fera moins de bruit. Et donc ça c'est quelque chose à pas oublier dans le choix d'un ventirad, parce que il n'y a rien de plus énervant quand vous démarrez une machine, ça fait et puis vous devez monter le volume de vos trucs parce que vous avez de bruit de fond qui est plus gênant qu'autre chose. Et alors, ce qu'il y a, le problème de refroidissement actif, déjà un avantage de l'actif, c'est que comme le flux d'air est forcé, normalement ça refroidit mieux que les refroidissements passifs. Mais un problème que ces deux types de refroidissement tous les deux, c'est que ça doit se placer sur le processeur et à proximité du processeur, vous n'avez pas énormément de place. Donc vous ne savez pas mettre des dispositifs de taille
aussi grande que vous le désireriez. Et donc ça, c'est un inconvénient sur lequel il y a un début de réponse qui sont les caloducs. Mais on va en parler bientôt. Ici, vous avez une photo donc toujours du Ventira de base. Et vous voyez donc ce qu'on vient de dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place, hein. Donc vous voyez une fois qu'il est posé ici sur le processeur, donc on voit ici un bout de carte mère. Vous voyez qu'autour, bah, il y a d'autres composants qui occupent de la place. Donc en rouge, il y a les barrettes de RAM par exemple. Donc on ne sait pas mettre quelque chose, en tout cas en largeur des normes. En hauteur, bah, il y a de la place en fonction de votre boîtier. Et donc ça, c'est un problème. Mais on verra dans bientôt une solution. D'ailleurs, ici, c'est un autre modèle. Ça, c'est l'autre extrême. Donc ça, c'est un des plus gros modèles qui soit. Et vous voyez que ici, ben, il y a une découpe qui est faite, hein, pour les barrettes de RAM. Et vous voyez que la partie dissipateur thermique, elle n'est pas en contact direct avec le processeur qui est en dessous. Il y a un espace. Parce qu'il y a un système intermédiaire qui permet de déplacer la chaleur vers le dissipateur. Du coup, avec cette configuration-là, on peut profiter, on passe au-dessus de tout ce qui est encombrant, et on peut du coup mettre un dissipateur de plus grande taille. Bon, ici c'est le cas extrême, mais comme ça vous voyez un petit peu les deux extrêmes. Donc le petit Ventura d'origine et le gros Malabar plus onéreux. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors ici vous avez un test, vous avez la source ici en bas, hein, donc un test sur un processeur à 4 cœurs, à un peu moins de 4 GHz. Bon, c'est un ancien processeur, mais c'est pas important. Et vous avez en rouge, bah, le petit dissipateur, hein, qu'on a vu au calque précédent de base, hein, le truc par défaut. Quand vous achetez un PC tout fait, c'est ce que vous avez dedans. Et on voit que le processeur tourne à 80 degrés en charge. Alors que avec le gros machin que je vous ai montré sur le calque précédent, il est à 49. Donc on a un écart de plus de 30 degrés entre le dissipateur de base en rouge et le gros truc un peu extrême en vert. Alors vous voyez qu'il y a des choses qui sont plus froides encore, mais ça, là c'est de l'eau. C'est les systèmes de refroidissement par eau. On en reparlera plus tard. Et les systèmes intermédiaires, hein, un peu moins extrêmes que celui en vert, bah, c'est toute la gamme que vous avez ici. Bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est pour vous donner des exemples, donc il y a des choses un peu plus petites quand même. Et donc le dissipateur de base, ben, il fait tourner votre machine enfin, il refroidit votre machine, qui fait d'une façon à ce que le processeur ne puisse pas descendre en dessous de 80 degrés en charge. Ça va, 80 degrés, c'est fonctionnel, faut pas s'inquiéter. C'est quand même chaud. Donc un processeur qui va tourner à 80 degrés non-stop, bah, il va s'user plus qu'un qui va tourner à 60. Normalement, la durée de vie des processeurs, c'est OK, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi plein de composants électroniques autour du processeur qui vont également s'échauffer. Et donc 80 degrés, ben, c'est pas génial, mais ça va. Mais je vous rappelle ici qu'on a affaire qu'à un 4 coeurs à moins de 4 GHz. Donc ce type de refroidisseur sur les processeurs plus gros, il faut oublier. Alors, il disait des températures. Un processeur, ça peut monter jusqu'à 100 degrés en pointe, plus ou moins, hein, c'est un ordre de grandeur que je vous donne. Au-dessus, ça pète. Et à 100 degrés, il vaut mieux pas que ça reste trop longtemps. Donc, typiquement, les processeurs sont faits pour ne pas dépasser Enfin, il est conseillé de ne pas dépasser les 85 degrés. C'est l'ordre de grandeur. Et donc vous voyez que voilà, c'est quand même préférable de bien dimensionner le refroidissant, le dissipateur thermique, sans forcément passer dans l'extrême. Vous voyez qu'avec des produits de taille 2 fois plus petite, comme par exemple celui-ci, je le connais, c'est 2 fois plus petit que le précédent que je vous ai montré, on est dans une température de fonctionnement tout à fait raisonnable. Ce qui veut dire que si on estime qu'il fait trop de bruit, ce système de refroidissement là, vous pouvez diminuer la vitesse du ventilateur pour augmenter un petit peu la température et le mettre par exemple à 65 degrés tout en économisant un petit peu vos oreilles. Donc voilà, dissipateur, il y a deux critères, il y a à la fois la température mais également la nuisance sonore. Alors les caloducs, je vous en ai parlé il y a quelques calques, ça s'appelle aussi les heat pipes en anglais. Et on avait vu
le gros dissipateur vu il y a quelques calques. Bah, si vous regardez bien, donc voilà un exemple sur notre modèle. Donc le processeur il se met ici en dessous. Et donc on a un échangeur qui vient se mettre une plaque métallique sur le processeur. On a le dissipateur thermique qui est ici avec son ventilateur. Et comme il n'y a pas beaucoup de place autour du processeur, bon, on le surélève un petit peu. Et pour transférer la chaleur du processeur vers toutes les ailettes, il y a des tuyaux, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a des tuyaux. Et ces tuyaux, ce sont des caloducs. Alors, ça a été inventé, pas pour les ordinateurs, à la base, ça a été inventé par la NASA. Et donc, la NASA, dans l'espace, il n'y a pas d'air. Et donc, refroidir l'électronique, c'est un peu compliqué. Et donc, ce qu'ils ont inventé, ce sont les caloducs, où l'idée, donc c'est un tuyau qui est fermé, hein, qui est hermétique. Et vous placez un côté du tuyau sur la pièce chaude ici, donc votre CPU par exemple il est en bas, et ce tuyau est creux, et dedans il y a un liquide. Et le liquide, au contact de quelque chose de chaud, il va s'évaporer. Donc c'est les petites flèches rouges. Ça va s'évaporer, et il va se balader alors, donc le gaz va se balader dans le tuyau, et va arriver à un point qui est plus froid, vu que ça on est éloigné du processeur. Du coup, le liquide va se condenser. Et à l'intérieur du tuyau, donc par exemple le long des parois, il y a des petites capillarités qui font que le liquide va suivre ces capillarités et redescendre au point chaud. Puis il va se réévaporer, ainsi de suite. Et le fait que ce liquide s'évapore, ça va avoir un effet de refroidissement, je vais dire, du CPU, parce qu'il va absorber en fait la chaleur du CPU et provoquer cette évaporation. Voilà, donc l'idée c'est plus on va refroidir ici en haut, plus ça va être efficace aussi, mais c'est surtout le fait qu'on va pouvoir déplacer finalement le point chaud grâce à ce caloduc. Et les capillarités pour que le liquide repasse au point chaud, on pourrait faire qu'on peut également mettre ça dans n'importe quelle orientation, en bas, en haut, vertical, on s'en fout un peu de la gravité grâce à ce phénomène de capillarité. Alors, ça coûte pas excessivement cher à fabriquer. Bon, ça coûte un petit peu parce que c'est du cuivre, etc. Et comme vous pouvez le voir, pour les ventirades de certains niveaux de gamme, ils ont été intégrés dedans, ici. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est vraiment utilisé pour déplacer la chaleur vers le dissipateur. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on fait des dissipateurs de taille plus importante grâce à ça. Et c'est aussi très très utilisé dans les ordinateurs portables, parce que comme vous n'avez pas beaucoup de place dans un portable, pouvoir déplacer un petit peu le point chaud vers un endroit où il y a un peu plus de place pour mettre un dissipateur thermique, vous allez le voir, il y a des photos qui arrivent de ça. Alors voilà, vous voyez ici un petit peu la gueule d'un portable ouvert, donc par en dessous. Et donc vous repérez tout ce qui est cuivré, comme ça ce sont des caloducs. Et donc le processeur il est ici. Et il y a donc plusieurs caloducs qui extraient la chaleur du point chaud pour l'envoyer vers le point froid. Donc on a le processeur qui est là en plein milieu, il y a sûrement le processeur graphique qui est là. Et vous repérez ici donc un ventilateur, il y en a un de l'autre côté. Et ce ventilateur va souffler de l'air vers toutes des petites ailettes qui se trouvent là. Donc sous cette zone, il y a plein d'ailettes. Il y en a sûrement là un petit peu aussi. Donc partout sous les caloducs, vous avez des ailettes, hein, vous avez des dissipateurs thermiques, hop, de part et d'autre. Et le but des ventilos, c'est de souffler l'air là-dessus. Donc le ventilateur, il aspire l'air là par en dessous, donc par ici, voilà, et il la recrache de part et d'autre sur les flancs du portable. Voilà comment ça fonctionne. Alors vous doutez que grâce au caloduc, on arrive à refroidir, je ne vais pas dire correctement, mais on arrive à refroidir un petit peu les processeurs. Si vous n'aviez pas les caloducs, mais il n'y a pas beaucoup d'espace pour mettre les dissipateurs ici. Donc c'est quand même une invention bénéfique. Et vu le volume que vous avez de part et d'autre de votre portable pour y mettre un dissipateur thermique, et comparé au gros mastodonte que je vous ai montré il y a quelques calques, vous vous doutez bien que pour refroidir des très gros processeurs, genre 8 cœurs, 16 cœurs,
c'est un petit peu compliqué, c'est même utopique dans le cadre d'un ordinateur portable. Pourtant, ça se vend, hein, mais bon, c'est complètement utopique. Voilà, en plus, oui, merci Kumiko. Donc, étant donné la taille des ventilateurs, bah oui, ces petits ventilateurs que vous avez dans le portable, c'est pas la même taille que dans un PC fixe. Du coup, vous imaginez à quel régime ça doit tourner pour refroidir des processeurs d'un certain niveau de performance. Voilà. Donc, finalement, un PC portable, à part le côté nomade et la place qu'il prend, le reste, ce ne sont principalement que des inconvénients. Alors, il y a un autre dispositif à la mode que les Calodic, c'est un peu une variante en fait. Ça s'appelle les chambres à vapeur ou les vapor chambers. Et au lieu que ce soit un tuyau, vous voyez, faut voir ça comme un Caloduc en 3D. Donc, Caloduc il est en 2D. Et ici, c'est la version en 3D. Donc, c'est un volume dans lequel il y a une évaporation et puis une condensation. Sinon, c'est le même principe, quoi. C'est souvent utilisé, enfin, de temps en temps, c'est utilisé avec les cartes graphiques. Vous voyez ici un portable où les caloducs ont été remplacés par des chambres à vapeur. Et il existe également, ça existe aussi pour téléphone. Donc, vous voyez des téléphones qui utilisent une chambre à vapeur pour refroidir leur électronique. Dans ce cas-là, il n'y a pas de dissipateur dans le cas du téléphone. Euh, on prie juste que pour le côté qui n'est pas en contact avec le processeur. Bah, il y a une différence de température par rapport au bas ici et que ça suffise pour refroidir le processeur. Et donc ça marche, hein, ça marche, c'est mieux ça que rien du tout. Donc ça fonctionne quand même assez bien. Alors le problème avec les ventirades et les caloducs, c'est que c'est quand même un dispositif qu'on met à proximité du processeur. Donc les caloducs aident à s'éloigner un peu de la carte mère, mais on reste quand même à proximité. De plus, les caloducs, ils ont une forme qui est toute faite, ils sont scellés d'usine. On ne peut pas en couper et puis le rallonger, voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc une solution à ça, c'est le refroidissement par eau, c'est le water cooling. Donc, qui amène cette flexibilité du système de refroidissement qu'on peut du coup mettre un peu dans différentes configurations. Et donc le principe, le voilà. Donc on a un échangeur qu'on vient placer sur le CPU. Donc un truc métallique qu'on vient placer sur le CPU. Il y a une pompe qui va faire circuler du liquide dans un circuit fermé. Et donc il y a du liquide qui arrive dans le water block, donc l'échangeur qui est placé sur le CPU. Ce liquide va évidemment se réchauffer si le CPU est chaud. Il va du coup sortir du water block, rentrer dans un radiateur. Le but de ce radiateur, donc cet échangeur thermique, le but est de refroidir le liquide. Puis le liquide va dans le réservoir, du réservoir à la pompe et ainsi de suite. En complément, on place généralement sur ce radiateur un ou plusieurs ventilateurs. Et donc le but étant de forcer le passage de l'air sur les petites ailettes du radiateur pour refroidir l'eau. C'est l'idée. Donc il ne faut pas forcément chercher un water cooling pour faire moins de bruit qu'un ventirad, parce que vous allez, dans la plupart des cas, travailler quand même avec des ventilateurs. Et en plus, vous rajoutez un bruit potentiel qui est la pompe. Euh, voilà. Maintenant, vous le verrez, mais les radiateurs peuvent être de taille assez grande et on peut mettre des ventilateurs qui tournent tout doucement. Du coup, ce qui fait qu'au final, normalement, avec un refroidissement par eau, la probabilité que vous ayez un système plus silencieux qu'avec un ventirad est plus élevée. Donc, normalement, dans la majorité des cas, ça fait quand même moins de bruit qu'un ventirad, à condition que tout soit bien dimensionné et que vous n'ayez pas une pompe produit blanc qui fait un bruit de tous les diables. Et alors aussi, oui, bon, le water cooling, ça, je l'ai mis ici, mais l'avantage de l'eau, c'est qu'elle déplace plus facilement la chaleur que l'air. On a vu dans le tableau les conductivités thermiques, l'eau transporte mieux la chaleur que l'air. Et le fait qu'on travaille avec des tuyaux de taille plus ou moins variable, on peut du coup, le système de refroidissement, on peut vraiment l'éloigner fortement du processeur. C'est vraiment ça l'intérêt du dispositif. Alors en dehors du prix, ça a quand même quelques inconvénients le water cooling, donc faut faire gaffe parce que vous pouvez avoir des phénomènes d'oxydoréduction. Donc si dans votre circuit vous avez différents matériaux, par exemple du cuivre avec de l'alu,
Et donc sur la durée, vous pouvez avoir des oxydations qui se passent avec jusqu'à des trous, hein. Alors bon, qui dit trou dit fuite. Donc ce sont des choses qui arrivent, hein. Il faut faire gaffe à ça. Euh, Indépendamment de l'oxyréduction, on sait jamais, hein, vous pourrez avoir un trou dans un tuyau ou une fuite pendant le montage, hein. Les fuites, c'est principalement pendant le montage que ça peut arriver. Ou une pompe défaillante ou quelque chose comme ça peut arriver aussi. Alors quelque chose qu'on néglige souvent, c'est donc vous avez votre carte mère, boum boum boum, et votre CPU qui est ici. Et autour du CPU, il y a des choses qui chauffent. Donc là, il y a ce qu'on appelle les VRM qui vont alimenter votre CPU en électricité et vos barrettes de RAM. Là, pop pop. Le fait d'avoir un ventirad que vous allez mettre dessus, avec un ventilateur localement, il va donc y avoir un flux d'air, hein, autour, qui, tout en refroidissant le processeur, ça va faire un petit flux d'air sur des composants qui chauffent, et ça va les refroidir un petit peu. Quand vous êtes avec un refroidissement par eau, il n'y a plus de ventilation autour du processeur, vu que vous dégagez le problème, vous emmenez l'eau ailleurs pour le refroidir à un autre endroit. Du coup, il y a plus de déplacement d'air au niveau de la carte mère, beaucoup moins. Et donc, potentiellement, les composants autour du CPU sont plus chauds avec un refroidissement par eau. Alors, on peut compenser ça en mettant d'autres ventilateurs dans le boîtier, mais c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Ça peut des fois être un problème. Et alors, ça c'est le défaut qui est souvent mis en avant, c'est l'apparition d'algues. Donc, oui, dans la flotte, là en circuit fermé, vous pouvez avoir à un moment donné des algues qui apparaissent. Et en plus de rendre votre liquide d'une couleur dégueulasse, ça peut bloquer la pompe. Et donc, si la pompe est bloquée, l'eau ne circule plus. Et donc, il n'y a plus de refroidissement. C'est pas de la science-fiction. Voilà, ça arrive. Alors du coup, ça demande un entretien, donc remplacer le liquide régulièrement. Ou bien, il y a des solutions qu'on met dans l'eau. Par exemple, utiliser du liquide de refroidissement pour voiture plutôt que de l'eau. Voilà, qui permettent d'éviter ce genre de petits tracas. Alors en avantage, hein, certains geeks aiment bien ça, hein, c'est qu'il y a moyen de faire des trucs contre la gueule. Voilà, je vous ai mis deux trois photos comme ça ici. Donc là c'est le water block. Attendez, on voit pas trop. Là c'est le water block qu'il y a sur le processeur. On voit les deux tuyaux avec le liquide qui arrive. On voit par exemple sur la photo d'en dessous le réservoir ici avec une pompe intégrée dedans. On en voit qui en mettent plein de réservoirs, plein de loupiottes partout, qui font des trucs jolis, qui prennent des photos dans le noir. Enfin voilà, il faut tout pour faire un monde, chacun son truc. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ah ouais, ici on voit le fameux dissipateur avec deux ventilateurs dessus. Bref, voilà, il y a moyen de faire des trucs design, mais juste pour le fun, faire un circuit de refroidissement complet, comme ça, ça coûte 600, 800, 1000 euros, ça dépend, juste pour refroidir le processeur. Donc voilà, faut le vouloir, quoi, hein. Sinon, ça c'est les trucs, donc les kits homemade, donc les kits faits maison, donc sur mesure. Sinon, dans la pratique, quand on parle de refroidissement par eau, souvent on parle de AIO pour All-in-One. Donc ce sont des kits tout faits, hein, que vous trouvez sur le marché, vous n'avez pas à le faire vous-même sur mesure, qui intègrent tout, donc à différents formats, qui intègrent le water block avec une pompe. On voit les deux tuyaux. Vous avez ici l'échangeur et alors un ventilateur pour celui-ci, deux pour celui-là, trois pour celui-ci, avec éventuellement des loupiottes, etc. Mais ce sont des kits tout faits sans entretien. Alors les tarifs, j'ai mis de 100 à 200 euros, mais il y en a à 70-80 euros. Voilà. Alors souvent, les tailles c'est quelque chose de standard, hein, pour ces kits-là. En fait, la taille annoncée, c'est la taille de l'échangeur. Et donc, il vous annonce juste souvent le premier chiffre, 120. En fait, c'est la longueur. Donc 120, par exemple, celui-ci, c'est un 120. 140, c'est un peu le même format, mais avec un ventilateur de 140 mm dessus. Donc l'échangeur fait 140 mm. 240, par exemple, c'est celui-ci. 280, ça ressemble au même, avec des plus grands ventilos. 360, c'est celui du dessus, et ainsi de suite. Voilà, donc ce sont des tailles plus ou moins standards, et vous devez avoir dans votre boîtier un emplacement de cette dimension-là pour fixer ça, mais on en reparlera dans le dernier chapitre, dans l'avant-dernier chapitre dédié au boîtier.
Ça, je ferai un petit chapitre. Ah, voilà la stagiaire. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Un water cooling est toujours préférable à un ventirad. Bah évidemment, bah non en fait. Donc, Kumiko, non. En fait, il faut savoir que les meilleurs ventirades ont des performances qui peuvent être supérieures au water cooling, je veux dire, entrée de gamme et moyen de gamme. Donc, mais bon, un water cooling moyen de gamme, normalement, suffit pour refroidir n'importe quelle machine grand public, même des trucs très puissants. Et donc, les ventirades, haut de gamme, un petit peu comme le gros monstre que je vous ai montré il y a quelques calques, eh ben, refroidissent de manière similaire, des fois peut-être un peu mieux, euh, tout en éventuellement faisant moins de bruit. Ou plus. Je ne peux pas vous dire faire, il n'y a pas une généralité, mais il y a des ventirades qui marchent aussi bien que des water cooling, parce qu'au final, votre refroidissement par eau, vous vous retrouvez à refroidir avec de l'air. Finalement, l'eau sert à déplacer la chaleur vers votre dissipateur, le gros échangeur, et là, c'est de l'air qui va refroidir l'échangeur. Voilà, vous remplacez juste les caloducs par des tuyaux de flotte. Donc, au final, c'est la même chose. Mais ce qu'il y a, c'est que pour du matériel un petit peu extrême, là, il n'existe plus de ventirad, donc pour des configs très musclés, il est obligatoire de passer au water cooling, car au-dessus d'un certain TDP, il n'y a plus de ventirad suffisamment efficace ou de manière silencieuse. Mais là, je parle de machines avec 32 cœurs et des trucs comme ça. Donc, je ne parle pas de machines conventionnelles. Là, on passe avec des refroidissements par eau. Et également, donc là, ça peut paraître un petit peu jusqu'à présent, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ça, que j'ai l'impression de montrer de choses de geek ou de nerd, d'otaku, utilisez tous les termes que vous voulez. Mais même chez les pros, hein, sur des gros serveurs, bah, par exemple Google, le data center Google près de l'école Aglin, bah, les serveurs ils sont refroidis par eau. Hein. Dans un serveur, c'est quelque chose qui n'est pas très grand finalement, un serveur d'un point de vue volume, et donc il est difficile de refroidir correctement avec des dissipateurs classiques, avec des ventirades, sans en tout cas faire un paquet de nuisances sonores, et donc c'est plus efficace de refroidir avec de l'eau. Et donc généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font pas un refroidissement par eau par serveur, ils ont carrément des refroidissements par eau dédiés à toutes des armoires de serveurs et des tuyaux qui vont dans tous les sens. C'est beaucoup plus efficace. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est dédié à juste à quelques trois passionnés, c'est vraiment quelque chose qui est également utilisé dans l'industrie pour le matériel informatique. Il nous reste un avant-dernier sujet à traiter sur cette vidéo qui c'est vrai que certes était un petit peu longue, mais je vais essayer d'aller plus vite. Donc, vous avez ici le vue de biais, vue de flanc, un processeur et le dissipateur qu'on vient déposer par-dessus. Et en fait, les surfaces ne sont pas parfaitement lisses. Ce qui veut dire quand le dissipateur et le CPU, bah, il y a de l'air, parce qu'il y a des petites crevasses de part et d'autre, qui sont donc remplies par de l'air. Et l'air, c'est un isolant, donc c'est pas un bon conducteur thermique. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les vitres double vitrage, bah, c'est de l'air qui entre les vitres, ce qui permet d'isoler un petit peu au niveau température. Et l'idée, c'est de venir mettre quelque chose qui permet de remplir bah, ces petites cavités. Et donc, ce qu'on vient déposer, c'est soit de la pâte thermique, soit un pad thermique, qui sont donc des matériaux élastiques qui viennent se remplir ces petites cavités. Et vous voyez ici que la conductivité thermique est meilleure que celle de l'air. Alors la pâte est un peu meilleure que les pads et je vais vous montrer ça au calque suivant. Donc on voit ici une illustration de pâte thermique et ici une illustration de pad thermique. Donc la pâte thermique, ça s'applique avec une petite seringue. Il y a un peu deux écoles, hein. Soit on met une petite bouboule comme vous avez là sur la photo, puis on vient déposer le dissipateur dessus avec la pression entre le CPU et le dissipateur, la pâte va s'étaler toute seule. Soit on étale manuellement la pâte sur le processeur, mais il faut faire une très fine couche, il ne faut pas en mettre trop. Voilà. Bon, la majorité des gens ils font une bouboule et plus basta. Moi perso je préfère l'autre technique. Enfin chacun son truc. Et le pad
le pad thermique, comme vous pouvez le voir, on le découpe à dimension du processeur et on le pose. Par contre, il faut savoir qu'il faut utiliser des pads de la bonne hauteur en fonction des caractéristiques techniques. Donc il y a différentes hauteurs de pads thermiques. Alors qu'est-ce qu'elle veut que Kumiko? Ah oui, donc il y a une durée de vie aux pads. Les pads, généralement, la durée de vie, c'est 5 ans, mais on va dire en général c'est 5 ans. Donc une fois que la pâte est périmée, ses propriétés thermiques sont moins bonnes. Et donc il est conseillé de démonter le système et de remettre une nouvelle couche de pâte thermique, évidemment enlever l'ancienne. Donc ça c'est un truc à faire. Et ça arrive souvent avec les PC portables surtout. Donc c'est vrai que dans l'industrie, il y a des pâtes thermiques, ils mettent rarement de la super bonne pâte thermique de série, surtout en PC portable. Et entre des bonnes et des mauvaises pâtes thermiques, il peut y avoir des grosses. Les différences d'échauffement peuvent être intéressantes. Et en plus, les mauvaises pâtes thermiques, elles vieillissent pas bien. Et donc j'ai eu le cas, il n'y a pas très très longtemps, d'un vieux portable, j'ai retiré tout, j'ai dégagé la vieille pâte, j'ai mis une nouvelle pâte de qualité moyenne, j'ai gagné 10 degrés. Donc 10 degrés juste en faisant ça, c'est quand même pas mal. Donc si vous avez votre portable qui est assez vieux, qui chauffe les ventilateurs tournent tout le temps parce qu'il a trop chaud, il est fort probable que ce soit la pâte qui est à changer. Alors aussi, petite anecdote, il existe de la pâte dite en métal liquide, comme vous pouvez voir là. Bon, ça c'est un truc extrême, quoi. C'est pour les overclockers qui veulent pousser leur système au maximum. Mais je peux me tromper, mais j'ai en tête que ça fait sauter les garanties d'utilisation de ce type de produit. Enfin, ça dépend peut-être des modèles. Mais voilà, enfin ça c'est anecdotique. Alors maintenant on va parler du TDP. Donc on va reparler du TDP. Donc les constructeurs dans la doc technique vous annoncent des TDP. Donc le nombre de watts à devoir dissiper. Et sauf que le TDP annoncé, c'est le TDP avec la fréquence basse. Donc si on regarde par exemple ici l'utilisation de ce processeur-là pour un logiciel X de test, vous avez ici la consommation électrique. Alors la consommation électrique, oui, c'est pas le TDP, c'est un petit peu supérieur au TDP, mais c'est kiff-kiff. La différence entre les deux est assez négligeable. Donc la puissance consommée ici, donc on peut dire que le TDP c'est quasi la même chose. On voit qu'il y a carrément des pics à 180 watts. Donc vous voyez qu'on est loin du TDP annoncé, et en plus la charge de calcul sur ce système-là n'exploite pas toutes les unités de calcul du processeur. Il n'y a pas les unités vectorielles, donc AVX, qui sont utilisées. Si on prend un autre test avec ces unités-là, on voit qu'on a même des pointes, donc sur la même machine, dans les pires cas, des pointes à carrément 290 watts, donc quasi 300 watts, pour un processeur qui, je le rappelle, est annoncé 125 watts. Ça veut donc dire que votre système de refroidissement, vous ne devez pas le dimensionner sur base du TDP annoncé, vous devez prendre une grosse marge de sécurité. Et la marge de sécurité, c'est un petit peu la proportion que vous avez entre la fréquence de base et la fréquence max, la fréquence turbo. Le TDP annoncé, c'est pour la fréquence de base. Et si la fréquence de turbo, par exemple, c'est 2 fois celle de base, votre système de refroidissement devra pouvoir dissiper un TDP 2 fois supérieur au TDP annoncé. C'est comme ça qu'il faut dimensionner son système de refroidissement. Donc faites gaffe au TDP annoncé, et de là ça me permet de vous apporter une autre notion. Avant de passer à la notion de power limit, et donc à cause de ces problèmes de TDP qui sont sur certains modèles peuvent être assez éloignés de la réalité, on voit ici que sur les dernières générations de processeurs, dans la doc technique, donc ils indiquent un peu de puissance, donc le processeur base power, donc ça c'est censé être le TDP, et le maximum turbo power, quand on va sur le petit point d'interrogation, donc en fait c'est la puissance que le processeur peut de temps en temps avoir, peut de temps en temps consommer pendant même plus d'une seconde. Donc c'est même pas des pics, c'est vraiment une puissance qui peut être là en permanence. Au niveau des pics, ils en parlent ici, il peut y avoir des pics pendant moins de 10 millisecondes qui sont au-delà, au-dessus de cette puissance. Et ce maximum turbo power, donc cette puissance maximale que le CPU est censé pouvoir encaisser sur la durée, c'est quelque chose qui est configurable.
Voilà. Donc quand ils vous vendent un processeur, normalement ils garantissent que ça c'est OK. Et l'autre, là, bah, c'est configurable. Ça dépend un petit peu et principalement des fabricants de cartes mères. Et donc, au niveau des fabricants de cartes mères, bah, voici un bel exemple. Donc, on a une machine, voilà, un i7 11700. Et ça, c'est la même configuration, juste changer la carte mère. Donc, 5 modèles de cartes mères différents. Et donc, c'est un score sur un benchmark, enfin, peu importe applicatif. Et donc, plus la bâtonne est élevée, mieux c'est. Et sur les 3 cartes mères du bas, par défaut, en next install, la carte mère, le power limit était limité au TDP, qui est de 65 watts pour ce processeur-là. Et vous obtenez ces scores-là. Et toujours en mode next install, sur ces deux autres modèles de carte mère, là le TDP était complètement, par défaut, était dépassé. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle un power limit, qui était fixé au TDP sur les 3 cartes mères du bas et qui était en illimité sur les cartes mères du haut. Dans la pratique, le processeur est à plus ou moins 150 watts, ce processeur-là, et vous voyez clairement des performances supérieures, au prix d'une consommation plus élevée et d'un système de refroidissement plus élevé. Alors c'est intéressant de voir par exemple ici que c'est une carte mère de marque MSI, et là aussi, en fait ce qu'il y a c'est que le modèle ici du bas c'est un modèle super entrée de gamme, qui n'est pas forcément apte à traiter des puissances élevées en permanence, mais ça c'est écrit nulle part. Et du coup le power limit, c'est pour ça qu'ils l'ont mis à 65, équivalent au TDP par défaut, tandis que celle du dessus c'est une carte mère qui est un peu plus costaud, où il n'y a pas de problème à faire passer 150 watts, du coup là ils ont déverrouillé le power limit par défaut. Donc c'est quand même un réglage, donc ça se règle d'un point de vue logiciel, à condition qu'on achète une carte mère adaptée. Voilà. Et donc on voit quand même une différence de perf quand même assez significative, juste en réglant ça. On a donc la notion de undervolting. Donc je vous rappelle que les processeurs, donc leur fréquence varie en permanence, mais en plus il y a également la tension qui varie en permanence. Donc sur les gros modèles, généralement à l'heure actuelle on est à 1,4 volts en version réglage par défaut sur une grosse charge de calcul, et puis cette tension baisse à un peu moins d'1 volt. Et entre les deux, entre le processeur fait rien et le processeur est à fond, il y a différents paliers intermédiaires de tension. Qu'est-ce qui se passe si on bouge la tension d'un processeur? Si la tension est trop basse, la machine plante, et si la tension est trop haute, la machine chauffe plus. Ce qu'il y a, c'est que les fabricants de cartes mères, ils veulent absolument éviter que les machines plantent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une marge de sécurité et ils appliquent souvent une tension un peu plus élevée que ce qui est vraiment nécessaire pour que le système fonctionne. Voilà, ils prennent une petite marge de manœuvre. Alors, je vous rappelle que le TDP, c'est une constante, la tension au carré fois la fréquence. Donc, ça veut dire qu'une petite variation de tension peut avoir un gros impact sur le TDP et donc l'échauffement. Donc, il peut être intéressant de faire ce qu'on appelle de l'undervolting, c'est de baisser la tension de votre processeur. Alors ça permet, donc ce cas c'est qu'il faut faire des tests, il faut tâtonner, il faut y aller pas à pas, mais en baissant légèrement votre tension, vous allez avoir un impact non négligeable sur l'échauffement et la consommation. Et vous pouvez même avoir un effet secondaire à ça, c'est que si votre système de refroidissement était un petit peu limite, le fait de baisser la tension, ça va peut-être rendre votre système de refroidissement moins limite du coup, vu que l'échauffement va baisser de manière notable, et du coup votre système va peut-être du coup augmenter ses fréquences à un niveau plus élevé qu'avant. Et donc vous allez avoir un gain de performance finalement en faisant de l'undervolting. Donc c'est une technique qui peut être appliquée aussi bien en CPU que même en carte graphique, c'est un truc assez courant, que ce soit des PC fixes ou les portables. Très intéressant pour les PC portables. Voilà, ceci termine cette vidéo.